Nous allons aujourd'hui évoquer les relations entre la nutrition et le stress, puisqu'il apparaît de plus en plus évident que parmi les facteurs environnementaux, nos habitudes alimentaires sont certainement des facteurs clés dans la gestion de notre stress ou au contraire dans la production de notre stress. Quelles sont les principales causes de stress répertoriées? Bien sûr des causes psychiques, avec une échelle des événements stressants dans la vie affective. On le sait bien, un deuil, un changement d'environnement, un isolement peut provoquer un stress important, mais aussi, ce qui représente l'essentiel des consultations, le stress au travail. Et un mot nouveau est apparu malheureusement qui s'appelle le burn-out, et qui correspond au stade ultime du stress au travail. Et bien sûr, parmi les causes psychiques, la susceptibilité individuelle, puisqu'en fonction de notre hérédité, en fonction de notre éducation, en fonction de notre soutien affectif, nous ne serons pas tous égaux devant le stress et certains d'entre nous seront plus vulnérables que d'autres. Dans les causes physiques, le déséquilibre alimentaire, très important, que je viens d'évoquer, que nous allons développer, le surmenage physique qui diminue nos défenses, le stress au climat excessif, qu'il fasse très froid, qu'il fasse très chaud, nous sommes comme les plantes, nous réagissons à la température extérieure, mais aussi la pollution, et enfin le bruit, le stress par le bruit, qui est un des maux de notre époque. Pour exemple, ce travail qui montre que la relation entre le stress au travail et le risque cardiovasculaire chez des hommes jeunes en pleine activité, qui souffrent d'angine de poitrine versus des contrôles sains, et on voit que le risque relatif, l'odd ratio, le risque de stress est particulièrement important. On s'attendait par exemple à une perte de contrôle des événements ou au tabagisme qui est en bas. Non, le facteur essentiel, c'est le facteur décisionnel, le leadership et la décision. Prendre une décision, gérer dans son travail une décision importante est le facteur de stress le plus important, ce qui explique peut-être ce qu'on appelle le profil stress de nos dirigeants. Un impact également qu'on oublie quelquefois, c'est l'impact du stress sur le vieillissement et en particulier sur la densité osseuse. Ce travail est intéressant, il a été publié en 2014 et il montre qu'en fonction de la pression au travail, nous pouvons développer ou non une ostéoporose plus importante. Donc c'est particulièrement important pour les femmes dans la deuxième partie de leur vie. Et enfin, on arrive à ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la vulnérabilité au stress et à l'anxiété en fonction de nos habitudes alimentaires. Sur cette diapositive, vous voyez que nos habitudes alimentaires des pays occidentalisés, ce qu'on appelle les Western Diet, à savoir le surpoids, l'augmentation des aliments frits, le snacking, les sodas, le manque de consommation de légumes, puis toutes nos addictions, alcool, café, tabac, les déficits en micronutriments, tout ceci contribue à augmenter notre vulnérabilité au stress et à l'anxiété. De ce fait, il est extrêmement intéressant et important pour nous, en termes de santé publique, d'avoir une approche nutritionnelle de la gestion du stress et de l'anxiété. Et pour preuve, cette publication de l'année dernière qui montre à quel point un régime sain diminue le stress et le risque de dépression. 30% de moins de risque si vous vous nourrissez convenablement par rapport à des habitudes alimentaires délétères. Enfin, ne pas oublier l'intestin, avec une évidence de la relation forte que chacun connaît maintenant entre le cerveau et l'intestin, l'importance de notre flore intestinale, l'intérêt de se prémunir et l'intérêt des probiotiques, avec des supplémentations. Ici, un exemple de supplémentation de sujets stressés qui étaient atteints du syndrome de fatigue chronique. En gris clair, le placebo, en noir, le traitement, et l'amélioration significative de tous les stress, de tous les tests de stress, y compris l'index de Beck qui est très parlant. Donc ne pas oublier dans la gestion du stress de prendre en compte également la santé de nos intestins. Alors, qu'est-ce que le stress et quelle est notre réponse au stress, notre réponse physiologique? La définition du stress, ça vient du latin, de stringere, serrer, stressus, serrer. Et en fait, les physiciens savent bien que
quand on est dans le bâtiment, c'est la contrainte subie par un matériau, par le béton en particulier. En fait, chez un individu, c'est le changement brutal qui survient dans les habitudes de vie, qui étaient jusque-là bien confortables, équilibrées, et ce changement va provoquer des altérations psychiques et somatiques. C'est une définition qui est très vieille, qui remonte au milieu du siècle dernier, et actuellement, je vous le disais en introduction, au-delà du stress, on parle aussi de burn-out. Donc en fait, le stress, c'est essayer de s'adapter à la demande en fonction de nos ressources. Et nous sommes pour cela très bien adaptés. C'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, qui permet de réagir aux agressions. Et on va le détailler. Cette transformation, ça va être une série de réactions hormonales, de réactions organiques, de réactions physiques, musculaires, avec 3 phases. Une phase d'alarme, qui est la phase dite positive, où on se dit « Ah, quelque chose se passe, je vais réagir ». Une phase de résistance, jusque-là ça va encore bien et il faudra entretenir cette phase de résistance, et une phase d'épuisement, où quand le stress devient chronique, les dégâts apparaissent. Donc la phase 1, c'est la phase d'alarme. Première réaction, c'est une réaction hormonale d'urgence. Un feu clignote disant « Attention, je suis soumise à un stress ». Et là, l'objectif de l'organisme, c'est oxygéner ses muscles, ceux du cœur, ceux du cerveau, pour répondre à ce stress, avec une augmentation de la fréquence cardiaque. Tout le monde sait bien que le cœur se met à battre plus vite, un coup de tension, un niveau de vigilance qui est augmenté, un coup de chaud aussi, une augmentation de la température corporelle. Jusque-là, rien de bien grave. La réponse hormonale, elle est due aux catécholamines. La phase 2, c'est la résistance. L'agression persiste, et là, nous nous mettons en phase de défense avec une sécrétion de glucocorticoïdes, et nous allons avoir une augmentation de la glycémie, des dépenses énergétiques très importantes. Nos mitochondries vont être sollicitées. Nous allons contrôler, grâce à nos récepteurs du système nerveux central, notre réponse en contrôlant la sécrétion des glucocorticoïdes. Et dans cette phase-là, qui est la phase 2 qui nous intéresse, puisque c'est celle de défense, on va avoir la mobilisation des micronutriments qui sont impliqués dans la production d'énergie. Donc on va retrouver, vous ne serez pas surpris de retrouver la vitamine B, le coenzyme Q10, l'acide lipoïque, le resveratrol, mais aussi les modifications des flux calciques et magnésiques au niveau des cellules avec le magnésium, le rôle de la vitamine D également, et puis une forte implication des neurotransmetteurs. Donc, si nous regardons sur ce schéma les réactions du système de défense du système nerveux, nous voyons que ça démarre au niveau de l'hypothalamus, mais que vont être impliqués à partir de là les systèmes nerveux sympathiques, mais aussi le système endocrinien, avec toutes les différentes phases que nous allons voir ensemble, qui sont des phases tout à fait identifiées. Si je prends sur la gauche de la diapositive, l'augmentation du rythme cardiaque, la dilatation de l'œil, la stimulation de la transpiration, la chair de poule, l'érection des poils, etc. L'augmentation du rythme respiratoire, par exemple, ou si je prends à droite en réponse à l'adrénaline, l'augmentation de la pression sanguine, l'accélération cardiaque également. Et puis complètement à droite de la diapositive ici, la stimulation, la production des corticoïdes qui va entraîner l'inhibition des réactions inflammatoires. Et puis on arrive à la phase 3, qui est la phase d'épuisement, l'état de stress chronique, où là l'organisme a lutté mais n'est pas en état de répondre pour des raisons multiples, entre autres nutritionnelles, il n'a pas les défenses nécessaires, et là on assiste à une baisse du cortisol, de la dopamine, du magnésium, à des dysfonctionnements, en particulier des récepteurs du système nerveux central, qui vont conduire à des ruptures d'équilibre, à des altérations, avec des dégâts au niveau du système cardiovasculaire, du système digestif, du système nerveux, du système immunitaire. Et l'ensemble, vous le savez bien, ce sont tous les signes apparents du stress, avec la fatigue, la dépression, l'anxiété, mais aussi des risques augmentés de pathologies qui s'appuient sur une base biochimique de stress oxydant et d'inflammation. Alors ici, le schéma qui montre entre les 3 phases les sécrétions des hormones et des neuromédiateurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, en ce qui concerne le magnésium, il s'épuise au fur et à mesure, depuis la phase d'alarme jusqu'à la phase d'épuisement. En ce qui concerne l'adrénaline, après la réponse d'adrénaline, on voit une diminution.
Et ici, en ce qui concerne le cortisol, au contraire, il va y avoir dans la phase d'épuisement un pic de production. Donc voilà le schéma, les acteurs, et il faut bien réaliser que l'impact du stress est un impact qui n'est pas seulement sur le cerveau, il est sur tout l'organisme, que ce soit l'intestin, que ce soit l'estomac, que ce soit les muscles, que ce soit les reins. Nombreuses sont les cibles de notre stress. Alors, les manifestations du stress identifiées en relation avec les déséquilibres nutritionnels et hormonaux apparaissent sur cette diapositive. Elles sont nombreuses et il y a celles qui sont courantes comme l'excitabilité musculaire avec les crampes, les douleurs, la baisse de l'énergie avec la fatigue, mais aussi moins reliées les pathologies inflammatoires, ici, ou les troubles du sommeil, ou les maladies cardiovasculaires. Nous verrons en particulier que l'homocystéine, qui est un marqueur indépendant de maladies cardiovasculaires, augmente avec le stress, et puis l'insulinorésistance, puisque les sujets en surpoids ont une vulnérabilité au stress plus importante que les autres et un risque de déclin cognitif plus important. Parmi les nutriments impliqués dans la protection contre le stress et qui renforcent la phase 2, puisque vous l'avez compris, l'intérêt c'est de renforcer la phase 2, dite phase de résistance, on trouve les flavonoïdes. Les flavonoïdes qu'on avait jusqu'à présent vus comme des protecteurs cardiovasculaires, comme des dilatateurs de l'endothélium vasculaire, comme des protecteurs de l'inflammation, mais qui, à la lumière de travaux récents, apparaissent aussi comme des anxiolytiques et des neuroprotecteurs. Et pourquoi ce contexte très récemment développé? Parce qu'il s'appuie sur un mécanisme qui a été démontré, vous voyez ce papier de 2011, les flavonoïdes, certains flavonoïdes, sont des modulateurs des facteurs de neurogénèse et sont des inhibiteurs de la monoamine oxydase et de ce fait sont anxiolytiques. Si je prends l'exemple de la neurogénèse, sur cette diapositive, c'est l'impact des flavonoïdes comparable à celui de l'exercice. On sait l'effet bénéfique de l'exercice sur le stress, l'impact des flavonoïdes sur le fonctionnement mitochondrial. En présence d'un apport important de flavonoïdes, la mitochondrie va sécréter du BDNF, qui est un facteur de croissance, qui est le Brain Derivative Neuronal Factor, qui est un facteur de croissance neuronale qui va favoriser la neurogénèse. Et ce BDNF, nous savons qu'il est activé, sa synthèse est activée par les quercétines et les flavanols, et également la présence de flavonoïdes et de vitamine B, nous le verrons, va favoriser le fonctionnement mitochondrial avec la formation d'énergie via l'oxydation phosphorylante. L'ensemble de cet impact nutritionnel va conduire à une modification de la cognition, de l'humeur, qui s'appuie sur une neurogénèse augmentée. Voilà ici de façon plus détaillée l'impact des flavanols sur la cognition. Ça passe par le signaling cellulaire et l'expression de gènes qui codent pour un certain nombre de facteurs impliqués dans la neurogénèse. On a évoqué le BDNF, mais il y en a bien d'autres à ce niveau-là, en particulier les mTOR ici. Et on voit que, à part sur ce récapitulatif, le signaling cellulaire sous contrôle des flavanols va conduire à l'expression de protéines qui sont des protéines impliquées dans la croissance neuronale, dans la communication neuronale, dans la plasticité des synapses. Et ça, c'est très important pour que le cerveau continue à fonctionner et soit en situation de résistance au stress, mais également des effets vasculaires avec une oxygénation du cerveau, une augmentation du flux cérébral, une croissance cellulaire et l'ensemble contribuant à la stimulation de la mémoire, de l'apprentissage et de la cognition, d'où des défenses contre les situations de stress au niveau du cerveau. Alors, la quercétine nous a intéressés parce que il a été récemment démontré, voilà un papier de 2010, que cette quercétine intervient complètement dans ce schéma. Elle intervient en augmentant la sérotonine, en augmentant l'endurance, en baissant l'inflammation, en baissant le stress oxydant, et vous le voyez là-haut, ici, en diminuant les réponses endocriniennes.
La quercétine, qu'on voyait sous un autre angle jusqu'à présent, apparaît comme un protecteur des effets du stress. Voilà ici l'effet identifié de la quercétine sur la transformation de sérotonine en hydroindole acétaldéhyde, ici, sous contrôle de la monoamine oxydase. Le stress favorise cette transformation, alors que la quercétine va entraîner une inhibition de la MAO, va augmenter donc les taux de sérotonine, donc bénéfice pour le cerveau, et va baisser la production de ce métabolite qui nous conduit à la dépression. Donc, impact de la quercétine sur ce schéma est publié en 2011. Voici ici des études qui ont été faites sur l'agression vasculaire pour montrer l'impact de la quercétine sur la santé de l'endothélium, avec une baisse de la production de l'endothéline 1, qui est un des facteurs d'agression. Voilà ici, après administration de quercétine, avant et après, dans le plasma, la baisse de l'endothéline, et dans les urines. Donc là encore, les marqueurs montrent le bénéfice de l'administration de la quercétine. Autre flavonoïde important et qui fait l'objet de beaucoup de publications pour le grand public, les flavonoïdes du cacao, qui impactent sur le cerveau et sur les hormones de stress. Voici ici des sujets, donc dans ce papier-là, des sujets à stress élevé qu'on traite pendant 1 mois avec du chocolat noir, ce qui est un traitement tout à fait agréable, et on voit chez ces sujets une baisse de l'excrétion urinaire des catécholamines et du cortisol. Et ici, sur des extraits de cacao, donc des flavonoïdes de cacao, chez des sujets sains, dans le groupe supplémenté, on voit revenir le calme, la sérénité, l'optimisme, l'estime de soi, sans effet sur la cognition, puisqu'il s'agit en fait d'un impact sur le stress et sur l'humeur, ici, et c'est très récent, ça a été publié il y a peu de temps. À part les flavonoïdes, d'autres micronutriments ou composés bioactifs sont extrêmement efficaces dans la gestion du stress. Ce sont les vitamines du groupe B. Il est clair que les vitamines du groupe B vont intervenir sur 2 axes essentiels, l'axe énergétique et la synthèse des neuromédiateurs. Vitamines du groupe B, vitamines hydrosolubles, elles ont des rôles multiples. D'abord, elles sont des cofacteurs de toutes nos réactions métaboliques qui produisent de l'énergie, donc source importante de antifatigue, cofacteur des réactions de synthèse des neuromédiateurs, donc équilibre. Et en plus, 3e facteur très important qu'on oublie souvent, les B9, les B12 et les B6 à un moindre niveau sont nécessaires aux réactions de méthylation parce qu'elles sont nécessaires au cycle de la formation de la méthionine et elles évitent l'accumulation d'homocystéine, donc du risque vasculaire. Voilà ici un tableau qui vous rappelle vos premières années de médecine, à savoir l'impact des vitamines B dans la production d'énergie, que ce soit les vitamines à partir des protéines, à partir des glucides ou des lipides, tout finit chez Krebs, avec entre autres la participation de toutes les vitamines, y compris les vitamines participant à la chaîne respiratoire. L'impact sur les neuromédiateurs n'est pas non plus à négliger. Vous avez sur ce tableau les relations entre les différentes vitamines B et les neuromédiateurs avec les sources alimentaires. Et ces sources alimentaires sont des sources que nous négligeons beaucoup, ce qui explique l'intérêt d'une supplémentation, parce que pour avoir de la B12, il faut consommer du foie, des poissons. Pour avoir de la B9, nous sommes quasiment tous déficitaires en B9 parce que nous nous nourrissons mal, et ainsi de suite. Donc les neuromédiateurs et les vitamines B ont des liens très forts qui passent par l'alimentation, alimentation souvent déficiente. Cette diapositive pour vous rappeler que le stress psychologique, je ne parle pas du stress oxydant dont on sait qu'il augmente l'homocystéine, mais le stress psychologique, le stress social, augmente l'homocystéinémie en bloquant les réactions de méthylation. C'est une notion nouvelle qui n'était pas entrée dans nos réflexions et qui montre que lorsque nous stressons, nous ne méthylons pas correctement et donc s'accumule l'homocystéine. Et voilà ici des papiers qui le montrent, chez des étudiants d'abord, des jeunes, donc il ne s'agit pas de sujets âgés,
des étudiants soumis à un stress mental pendant 1 heure, on voit monter significativement l'homocystéine, également monter la tension artérielle et augmenter le rythme cardiaque. Donc tous les signes de la phase de stress. Chez des sujets actifs, on en parlait en début d'exposé, la forte pression décisionnelle s'accompagne d'une élévation de l'homocystéine. C'est une relation entre la biologie et la fonction cérébrale qui est extrêmement intéressante et qui montre à quel point le stress peut avoir des effets délétères. Enfin, chez des femmes qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer en public et qui sont soumises à un stress mental, on les oblige à faire un discours public et dans l'heure qui suit, l'homocystéine augmente. Ces 3 exemples, faits dans une population apparemment saine, montrent l'impact du stress sur l'homocystéine et de ce fait ramènent à l'importance des vitamines qui participent aux réactions de méthylation. Les risques liés à l'homocystéine élevée sont très importants. On sait que l'homocystéine élevée s'accompagne de troubles cognitifs et est en relation avec les déficits en vitamine B. On sait que lorsque l'homocystéine est supérieure dans le plasma à 14 micromoles, le risque d'Alzheimer est multiplié par 2. Et on sait aussi que c'est un facteur qui indique le fonctionnement cérébral avec une diminution du volume cérébral et du lobe frontal et temporal en particulier lorsque l'homocystéine est élevée. Or, les déficits en vitamine B sont étroitement associés à l'hyperhomocystéinémie, on le sait depuis 20 ans, avec chaque fois, quelles que soient les études, des relations très étroites entre les vitamines du groupe B et l'augmentation de l'homocystéine. Alors voilà ici une étude récente qui montre que quand on supplémente en vitamine B, des sujets qui sont sujets à un stress au travail, on voit une diminution significative du stress, une amélioration de l'humeur et de l'état dépressif, avec des échelles d'estimation qui sont tout à fait validées et qui ont été publiées. Également l'impact d'une autre vitamine, la vitamine B12, sur le rythme circadien, qui montre que grâce à la supplémentation, on a une amélioration de la qualité du sommeil, de la concentration, de la capacité de concentration, de la récupération au réveil, ce dont se plaignent souvent les sujets stressés qui sont épuisés au moment du réveil. Et l'hypothèse actuelle, ce serait un effet direct de la vitamine B12 sur la mélatonine à travers les réactions de méthylation. Alors voilà ici un exemple d'étude qui a été faite sur un nombre important d'hommes actifs, 215, 30 à 55 ans, qu'on a supplémenté 1 mois avec un complément qui comportait de la vitamine B, de la vitamine C, des minéraux dont le magnésium. Et vous voyez en jaune les réponses du groupe supplémenté sur tous les tests qui testent la fatigue mentale ou la fatigue psychique ou le stress, et tous ces tests sont bénéfiques. En regardant les différentes échelles, on s'aperçoit que la réponse est toujours bénéfique. Donc nous avons vu les flavonoïdes, nous avons vu les vitamines B. Nous nous intéressons maintenant à un vieil acteur de la lutte contre le stress qui mérite d'être considéré pas seulement pour son rôle énergétique, je veux parler du magnésium et de son acolyte qui est la taurine. Alors, le magnésium, on le sait, est nécessaire à l'énergie, à l'influx nerveux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, l'ion magnésium stabilise l'ATP et que si nous avons une forme de réserve énergétique utile et efficace, c'est sous forme de lien d'association magnésium-ATP. D'autre part, le magnésium, je vous renvoie là encore à vos cours de biochimie, le magnésium sert de cofacteur dans toutes les réactions quand l'ATP est impliqué. Je prends l'exemple de l'estérification du glucose en glucose 6-phosphate, étape indispensable à l'utilisation du sucre, puisque tant qu'il n'est pas phosphorylé, il n'est pas utilisable. Ça se fait bien sûr grâce à l'ATP, mais en présence de magnésium qui est un cofacteur de l'exokinase. Et puis le magnésium joue aussi un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux. Or, les apports en magnésium en France, et ça nous le savons, ça a été confirmé par l'étude Suvimax, sont très insuffisants. Les apports recommandés, les apports nutritionnels conseillés sont de l'ordre de 420 mg jour pour les hommes et un peu moins pour les femmes.
Mais comme vous le voyez, les apports moyens, que ce soit chez les hommes en vert ou chez les femmes en rose, comparés aux ANC, sont très importants. Quel que soit, les apports moyens sont très bas et les déficits sont très importants, quelle que soit la tranche d'âge, et que ce soit des sujets actifs, des sujets seniors ou des sujets retraités. Voilà ici exprimé en pourcentage de sujets n'atteignant pas les apports nutritionnels recommandés, les pourcentages, et vous voyez qu'en dessous des 2/3 des apports nutritionnels conseillés, en gros les 2/3 de la population sont impliqués, avec 1/3 très bas, en dessous des 1/3 des apports nutritionnels conseillés. Donc, problème du magnésium en France, nous ne consommons pas suffisamment de magnésium. C'est lié à quoi? C'est lié à une alimentation qui n'est pas équilibrée, c'est pas nouveau, mais aussi à des régimes restrictifs. Quand fleurit le printemps, très souvent, les régimes restrictifs ou les régimes de perte de poids diminuent les apports de magnésium. Liés à des pathologies, des pathologies intestinales, en particulier aux diarrhées et à des troubles de l'assimilation. Et puis, le magnésium, sous l'impact du stress, n'est pas biodisponible, est mal absorbé, mal utilisé, et les causes principales apparaissent là, c'est l'environnement, qu'il soit psychique ou physique. En dessous, simplement pour élément de réflexion, entre 1960 et 2000, en 1960, nous consommions à peu près 500 grammes, un demi-kilo de pain par jour, avec une farine brute qui apportait en gros 690 mg par jour de magnésium. Donc nos apports étaient couverts par cette farine qui était riche en magnésium. À l'aube du XXIe siècle, nous ne consommons plus que environ et encore 200 grammes de pain par jour, avec une farine blanche appauvrie qui ne nous apporte plus rien ou presque en magnésium. Le stress aggrave le déficit en magnésium. Vous le voyez ici, les différents facteurs de stress, vous les voyez apparaître ici, avec un impact sur les surrénales qui vont sécréter l'adrénaline, qui elle-même, à ce niveau-là, va favoriser au niveau musculaire, ici, l'élévation, la fuite du magnésium, ici avec le rapport calcium-magnésium qui bouge, et la fuite urinaire du magnésium. C'est un cercle vicieux parce que ce que nous venons de voir, c'est en fait, va être aggravé. Le déficit en magnésium va également impacter sur la cellule cible, ici, et qu'il va y avoir un serpent ici, dont il est difficile de sortir, un cercle vicieux qui va, via le rein et via les déficits, entraîner la fuite ici du magnésium, la fuite magnésienne. L'impact du déficit en magnésium, ça va être un impact sur le fonctionnement mitochondrial et donc la production de l'énergie, mais également sur le système nerveux central. Avec, lorsque nous sommes déficitaires, et c'est le cas pour 2 Français sur 3, une fatigue nerveuse du côté cérébral, fatigue nerveuse, dépression, troubles du sommeil, anxiété. Au centre, sur le plan biologique, un stress oxydant, une inflammation, puisque le magnésium est un formidable anti-inflammatoire, et un risque cardiovasculaire augmenté. Et puis, sur la droite, une baisse des performances, de l'énergie, une fatigabilité, une faiblesse musculaire, et on l'imagine des crampes, bien qu'aucune étude n'ait montré une relation précise entre la quantité, le statut en magnésium, la quantité de magnésium disponible, et la survenue de crampes chez les adultes. En revanche, on a beaucoup de certitudes concernant le déficit en magnésium, le stress et l'impact sur l'agression vasculaire. Voici ici une étude qui a été faite sur des étudiants, donc des sujets jeunes, qui sont supposés être résistants au stress, des sujets sains, mais en période d'examen en manque de sommeil pendant 1 mois. Et vous voyez apparaître ici l'état de leur endothélium vasculaire avec mesuré par le pourcentage de dilatation de l'artère ici. Voilà au bout de 4 semaines de stress, une vasoconstriction et un signe d'agression vasculaire
en relation avec la baisse significative ici du magnésium érythrocytaire, l'indice de significativité étant très grand pour le déficit en magnésium. Voilà ici une autre étude, faite celle-ci sur l'animal, déficitaire en magnésium pendant 3 semaines de régime, pauvre en magnésium. Et on s'aperçoit que entre les animaux contrôles qui ne sont pas déplétés en magnésium et les animaux déplétés en magnésium, ici, d'une part, on a une différence de réponse de la sécrétion d'ACTH et de corticostérone, qui, vous le voyez, est très augmentée, ici. Donc, on a ici des sécrétions hormonales associées au stress augmenté et un comportement anxieux qui se développe, mesuré par la distance parcourue. Les animaux sont terrés, ont peur et ne bougent pas. Si on passe à l'homme, chez des sujets diabétiques dont on sait que le stress est un facteur d'aggravation, des sujets diabétiques pour lesquels 90% d'entre eux n'avaient pas d'apport optimaux en magnésium, une association très significative entre les apports bas et la dépression. Voilà ici des apports de magnésium, ici pas de signe de dépression, ici au contraire un signe de dépression et de manque de réponse au stress. Une autre étude qui met en relation le magnésium et le cerveau avec chez des sujets âgés diabétiques de type 2, une mesure sur une échelle de dépression qui est bien connue des psychiatres, avec une supplémentation en magnésium aux doses nutritionnelles. Avant et après, les scores de dépression sont diminués en relation directe avec l'augmentation du magnésium. On voit qu'il y a une relation entre la disparition, ou en tout cas l'amélioration des symptômes de la dépression et l'augmentation, la restauration du statut en magnésium. Ce qui concerne les troubles du sommeil, voici ici une étude avant et après supplémentation, en relation là encore avec avant et après le statut en magnésium, estimé dans les globules rouges, ce qui est un bon marqueur, le magnésium érythrocytaire est un bon marqueur, et on voit une augmentation du magnésium érythrocytaire en relation avec la qualité du sommeil et une baisse également des marqueurs de l'inflammation. Enfin, en ce qui concerne la fatigabilité et le manque de réponse physique au stress, dans cette étude qui est la IMCANTI Study, qui a été faite, comme son nom l'indique, en Italie, chez des sujets, un grand nombre de sujets vieillissants, cette étude a été réalisée sur 2 ans, on a évalué la force musculaire et il a été démontré l'association entre les taux de magnésium et les tests de force musculaire qui apparaissent ici, à savoir la force du poignet, la capacité de torsion, la capacité à agripper, etc. En résumé, le magnésium reste une valeur sûre et incontournable dans la gestion du stress. Pourquoi ? Parce que les déficits sont très fréquents, parce qu'ils sont aggravés par le stress, que ces déficits vont avoir des impacts directs et immédiats sur la production d'énergie, fatigue, vulnérabilité aux infections, qu'on va avoir également sur le plan de la réponse hormonale, la réponse aux hormones de stress, une hyperexcitabilité musculaire et un comportement anxieux, et que la réponse inflammatoire chronique va alimenter le risque cardiovasculaire. Donc la supplémentation à dose nutritionnelle est efficace chez le sujet déficitaire, mais elle est efficace seulement chez le sujet déficitaire. Ça me semble bon sens que de dire que quand on n'a pas besoin de magnésium, il est inutile de se supplémenter. Mais je vous rappelle que 2 Français sur 3 sont déficitaires en magnésium. Pourquoi la taurine associée au magnésium ? La taurine, c'est un aminoacide essentiel, semi-essentiel, qui est dérivé de la cystéine, qui est ubiquitaire, qui est synthétisé dans l'organisme, et qui est un acteur majeur dans le fonctionnement mitochondrial, également dans de nombreux tissus, mitochondries du cerveau et du muscle. Les rôles de la taurine sont multiples, on les connaît au niveau du foie, mais on les connaît moins au niveau de l'œil, au niveau de l'insuline, de la résistance à l'insuline. C'est un insulinopotentialisateur, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un neuromodulateur du système nerveux central, avec un rôle très fort dans la mitochondrie, comme antioxydant, comme anti-inflammatoire,
comme facilitateur de l'incorporation intracellulaire du magnésium et comme neuromodulateur du système nerveux central. Si on y regarde de plus près, voilà par exemple une supplémentation en taurine chez des patients cardiaques à capacité physique réduite, à qui on a donné de la taurine et on a fait un test de tolérance à l'effort, et on voit que ce test de tolérance est amélioré par la présence de la taurine, en particulier en termes de distance parcourue et de temps de l'effort. Un autre point intéressant à développer est la relation entre la taurine et l'insulinorésistance, puisqu'on sait que le stress émotionnel va se traduire par une baisse de la sensibilité à l'insuline et de ce fait augmenter le risque de syndrome métabolique. Or, on sait depuis peu de temps que la taurine est un facteur potentialisateur de l'insuline. Et en particulier, de ce fait, elle va apparaître comme un des facteurs nutritionnels intéressants dans la prévention du syndrome métabolique du diabète de type 2, en particulier chez le sujet stressé. Voici ici une diapositive qui présente les relations entre le magnésium, la taurine et le stress. Pourquoi l'association des deux chez le sujet stressé? Parce qu'il s'agit de maintenir l'homéostasie calcique dans les cellules soumises au stress, parce que cette association réduit les fuites urinaires de magnésium dues au stress, parce que la taurine facilite l'incorporation intracellulaire du magnésium, réduit la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline, et que nous sommes en situation de dire qu'il s'agit d'un neuromodulateur agoniste du GABA et inhibiteur du système nerveux central. De ce fait, l'association magnésium-taurine va être intéressante dans la régulation de l'excitabilité musculaire, dans l'effet sur l'anxiété, le sommeil et la mémoire, et la taurine apparaît comme une sorte de cofacteur du magnésium qui aide à réduire la vulnérabilité au stress et qui protège le patient des conséquences du stress. Ici, des exemples qui montrent la supplémentation combinée entre les vitamines B dont nous avons déjà parlé, la quercétine dont nous avons déjà parlé et la taurine, et qui vous montrent que chez ces sujets traités par ce mélange, l'énergie a été tout à fait augmentée après la supplémentation, alors que l'anxiété dans le même temps est diminuée. Voici ici l'aire sous la courbe qui permet de mesurer l'énergie après, donc elle est doublée, et l'anxiété au contraire est diminuée. En conclusion, pour lutter contre les manifestations du stress, en prenant en compte les déséquilibres nutritionnels et hormonaux, nous avons un certain nombre de composés qui permettent d'avancer dans cette voie. Si nous reprenons les effets du stress tels que nous les avons identifiés en début d'exposé, les différents items, nous pouvons sur chacun des items placer un certain nombre de composants de notre alimentation, composants qui sont souvent absents précisément de notre alimentation, ce qui justifie une supplémentation. Nous retrouvons le magnésium, nous retrouvons la taurine, nous retrouvons la quercétine, nous retrouvons les vitamines B qui sont intéressants. La quercétine, le flavanol, le cacao, magnésium, taurine, vitamine B sont en fait les composants de la formule qui vous est proposée dans Physiomance Relax, Physiomance qui s'appelle Physiomance Calmiance en Belgique. Et ici, vous avez le détail des doses et de la composition de ce complément nutritionnel.